là, c'était aujourd'hui, quelle est la puissance nécessaire pour gérer les déchets en France pour les usines de retraitement de l'AC? Je ne sais pas exactement combien elles consomment, par exemple. Il y a toute cette problématique à savoir combien est-ce qu'on a de réacteurs qui sont nécessaires pour gérer l'amont, la production de combustible, et l'aval, c'est-à-dire la gestion des déchets. Alors, je n'ai pas la réponse à votre... Si, j'ai un bout de réponse. L'enrichissement coûte 1/10 de réacteur. L'enrichissement pour la totalité du parc français. Voilà, donc 50 réacteurs, on en consomme 1/10 de réacteur pour faire l'enrichissement de tout le combustible dont on a besoin. C'est l'ordre de grandeur. Hein. Pour l'aval, je ne l'ai pas, mais ça ne doit pas être dramatique. Si vous voudriez rajouter quelques mots sur la question de l'URT que vous avez abordée. Vous avez certainement perçu qu'une des lignes, un des fils directeurs du rapport, qui correspond d'ailleurs évidemment à nos préoccupations, c'est la pérennité finalement de la fourniture de matières fissiles pour le parc électronucléaire. Alors à ce sujet, donc on a insisté dans un précédent rapport sur l'importance de la valorisation de l'uranium appauvri. On a un stock d'uranium appauvri qui résulte de l'enrichissement, qui garantit 7 à 8 années de fonctionnement du parc. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc, en fait, en cas de rupture d'approvisionnement, il y a cette capacité donc, de répondre aux besoins. Le deuxième élément, c'est effectivement l'uranium de retraitement. L'uranium de retraitement, en fait, la faisabilité de son utilisation a été démontrée à Cruas sur plusieurs tranches. Et en fait, quel est le problème actuel? C'est que, effectivement, la France dépend de la Russie pour la conversion et évidemment aussi pour l'enrichissement. Mais ceci étant, donc, l'industrie française, et en particulier évidemment Orano, est en voie de pouvoir répondre à la question de réenrichissement de l'uranium de retraitement. La question qui se pose à l'heure actuelle, c'est la question de la conversion. Et donc la question de la conversion, en fait, il est envisagé de la traiter au niveau européen. Et d'ailleurs, donc dans la proposition de PPE, donc numéro 3 pour la période 2025-2035, comporte effectivement la question de mettre en place une filière européenne de réenrichissement et de conversion de l'uranium de retraitement. Donc en fait, c'est une ressource importante et qui va également, comme l'uranium appauvri, donc garantir une certaine durée d'approvisionnement du parc électronucléaire français. Voilà. Je pense que je suis arrivé au bout des questions, sauf si j'en ai oublié ou mal noté. Il ne va pas manquer de questions ce matin, tant le débat est intéressant. Je crois que Madame Voynet, vous souhaitiez prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, votre exposé, votre rapport sont tout à fait intéressants. Je voudrais revenir sur deux sujets. Le premier, c'est la question du stockage géologique. Vous l'avez présenté, Madame, comme la solution de référence. Moi, je ne trouve pas que cette affirmation soit tellement spectaculaire au regard de la réalité. En réalité, c'est que dans la plupart des pays nucléaires du monde, on stocke en surface ou en subsurface plus ou moins ordonnée, à proximité des sites de production ou dans des sites de stockage. La loi, d'ailleurs, en France prévoyait de tester plusieurs hypothèses et de retenir plusieurs laboratoires dans des sols différents, du granit, de l'argile. Je constate aussi que les concepts ont évolué, qu'on a longtemps parlé de réversibilité, maintenant vous nous parlez de récupérabilité, sans d'ailleurs préciser à quel horizon cette récupérabilité des colis était envisagée. Donc j'aurais aimé avoir peut-être un petit tour d'horizon plus complet des hypothèses de devenir des matières nucléaires dont le stockage se complexifie au fur et à mesure qu'on considère que seuls doivent être considérés comme des déchets définitifs, les déchets vitrifiés, les actinides mineurs ou les produits de fission.
La deuxième question concerne les start-up. Vous avez, avec beaucoup de lucidité, évoqué le risque de dissémination lié à l'approvisionnement en matière ou devenir des déchets. J'aurais voulu que vous nous en disiez un peu plus sur les liens de ces start-up avec les grands acteurs du secteur, d'une part, et avec les autres puissances nucléaires européennes ou mondiales, d'autre part. Et est-ce que la gestion des matières est parfois envisagée en lien avec ces grands acteurs? Troisième point, vous avez souligné que bien des choix relevaient du politique. Et vous avez évidemment raison. En tout cas, on aimerait que ce soit vrai. S'agissant de la fixation de l'objectif de puissance totale recherché, vous avez répondu à Daniel Salmon il y a quelques instants, sans qu'on ait le sentiment que la puissance consommée par le fonctionnement endogène de l'ensemble du cycle soit sérieusement évaluée. Et évidemment, on aimerait avoir des données là-dessus. Sur le calendrier de déploiement, sur les coûts, ou plutôt sur la part de la richesse nationale que nous entendons consacrer à la filière nucléaire, je pense qu'on est un petit peu... on est un peu dans une nasse, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous nous dites, est-ce que c'est une bonne idée de faire des MREP ou des réacteurs à neutrons rapides? Ça sera un choix politique. Mais est-ce que c'est un choix politique les yeux ouverts ou est-ce que c'est un fantasme irrationnel nourri par des espoirs un peu puérils? La question est posée. Moi, je veux insulter personne ici, mais je constate qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponses à ce stade. Et en fait, à chaque étape, on justifie la poursuite des programmes et même la fuite en avant, à bien des égards, par le fait que les phases antérieures ont déjà coûté beaucoup d'argent. Donc, en pratique, on rend les choses irréversibles. Et ce n'est pas le seul domaine, le nucléaire, dans lequel ça se passe. La question de savoir s'il faut faire un deuxième anneau pour le CERN, par exemple, en ce moment, relève aussi de cette approche-là. C'est-à-dire que, oui, ça fait rêver, ça fait rêver. Et on est dans un monde magique où il n'y a pas de contraintes budgétaires, où il n'y a pas de contraintes techniques, où, évidemment, les progrès de la recherche et du développement permettront de résoudre des questions qui ne sont pas encore totalement clarifiées. Moi, je suis pour la recherche et je trouve que c'est notre responsabilité en tant qu'humains de nous projeter sur les décennies à venir pour permettre de préparer l'avenir des générations qui viendront après nous. Mais ce que je constate aussi, c'est que ce choix ampute de façon objective notre marge de manœuvre s'agissant des décisions à prendre maintenant pour les 2 décennies qui viennent. Voilà. Notamment pour ce qui concerne... le développement des renouvelables qui font parfois sourire dans l'hémicycle, mais qui ne font sourire qu'en France. Mais je suis consciente du fait que ces questions, ce n'est pas à vous que je devrais les poser. Voilà, il n'y a pas de problème. Ah, okay. Alors, on va prendre plusieurs questions. Simplement, mes chers collègues, afin de rester dans une qualité de débat qui a toujours été celle de l'Office, éviter de parler de puérilité quand il s'agit d'avoir l'ambition d'approfondir la connaissance humaine. Et le rêve en sciences, ça serait un débat philosophique qu'on pourrait avoir, est quand même aussi un élément moteur pour la recherche. Il est même consubstantiel à mon sens. Donc attention quand même aux mots qu'on utilise, ne serait-ce que par rapport aux invités qui sont devant nous et qui sont au quotidien les ardents défenseurs de cette connaissance nouvelle. Monsieur le Président, je les ai sentis bien plus prudents. Ça fait 2 fois déjà, en 2 réunions, que vous me reprenez, avec un tout petit peu de condescendance. Et je constate qu'il y a des choses qui relèvent, alors je ne veux pas dire de l'espoir puéril, mais disons de la méthode Coué, qui sont affirmées ici. Et donc, oui, j'ai sentiment, et j'espère que cet office me prouvera que je me trompe. Alors, je préside pour la première fois l'OPEX, mais voilà, simplement, je pense qu'il y a des termes à tenir pour la bonne tenue de nos débats, et voilà, je tenais quand même à les rappeler, et notamment au vu des personnes que nous auditionnons ce matin. Sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Luc Fugit.
Merci, Président. Alors, je ne sais pas si les débats énergétiques font des fausses sourires dans l'hémicycle. Juste avant de commencer, je me permettrai, Président, de rappeler à tout le monde autour de la table ici que hier ou avant-hier, RTE a donné, et avant de vous poser des questions, les chiffres pour la production électrique actuellement en France et pour l'avenir. Et finalement, il n'y a pas d'opposition à avoir entre les renouvelables et le nucléaire, puisque la dualité va très bien. On a un rétablissement du potentiel donc, de production. Je regarde les chiffres qui ont été publiés hier par RTE donc, pour le nucléaire, avec une disponibilité du parc nucléaire qui continue son rétablissement donc, depuis 2 ans. On est à 15 gigawatts de plus qu'en novembre 2022 et à 9 de plus qu'en novembre 2023. Et en même temps, on a l'éolien et on a les chiffres d'hier, hein, l'éolien et donc le photovoltaïque qui progressent aussi largement, l'hydraulique aussi bien entendu, etc. Je le dis parce que, voilà, pour revenir maintenant à ces débats-là, moi, ce n'est pas des sujets sur lesquels je souris, c'est des sujets avec lesquels je travaille avec sérieux, et y compris quand il s'agit du renouvelable. Et quand on parle de renouvelable, on ne s'oppose pas au nucléaire. Quand on parle du nucléaire, on ne s'oppose pas au renouvelable. On s'oppose en fait aux fossiles, et c'est comme ça, moi, en tout cas, que je vois les choses. Donc, il n'y a pas certains qui ont la vérité, d'autres qui ne l'ont pas. C'est simplement qu'on essaye tous d'améliorer les choses. Maintenant, pour en venir à ce rapport, moi, je voudrais revenir sur cette histoire de trajectoire pour la fermeture complète donc, du cycle avec les réacteurs à neutrons rapides, les RNR. Je rappelle que RNR veut dire réacteur à neutrons rapides, parce que je ne suis pas certain que ceux qui nous écoutent éventuellement en ligne sachent tous que cet acronyme, ce qu'il veut dire. Et je ne voudrais pas qu'on les perde. Simplement, dans le rapport, j'essaie de comprendre, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui comprend tout de suite. Il faut qu'on m'explique. Et donc, comme je ne vais pas faire semblant de comprendre, je voudrais avoir quelques précisions sur ce que vous avez écrit. Vous nous dites que l'objectif de fermeture complète du cycle a été réaffirmé. En même temps, on est un petit peu embêté, c'est peut-être moi qui ai mal compris, hein, par les problématiques donc, du démonstrateur Astrid arrêté en 2019. Et puis, on dit aussi qu'il faut capitaliser sur les acquis du passé et que ce programme donc, devra obtenir la fermeture complète du cycle, je lis, hein, en temps opportun et dans des conditions économiques acceptables. Et donc, ça requiert notamment, d'après vous, donc, une mise en place d'une organisation qui réunit les différents acteurs, EDF, Framatome, Orano, le CEA, donc évidemment les acteurs de la recherche. Je suis moi-même enseignant-chercheur, je précise, voilà, c'est toujours un regard attendri sur la recherche, tout simplement parce que ça me paraît tellement fondamental d'avoir de la recherche dans toutes les sciences et de l'avoir justement en faisant en sorte que ce soit la science qui l'emporte et non pas les croyances. Et du coup, je me demandais, d'après vous, qu'est-ce qui doit être fait par les pouvoirs publics? Parce que est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'on prend le chemin de ce que vous évoquez ici ou pas? Disons-nous franchement les choses, et qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être enclenché de la part des pouvoirs publics? Et puis peut-être nous faire une comparaison. Alors je sais bien que dans le rapport, vous évoquez un petit peu les autres pays, mais est-ce qu'on peut avoir une comparaison donc, par rapport à ce qui se passe dans notre pays? Est-ce qu'il y a des pays qui pourraient être considérés comme, non pas je ne veux pas utiliser le mot exemple à suivre, mais peut-être qu'il y a des choses qui se passent en termes de structuration qui seraient intéressantes. Et puis dernier point, quel regard vous portez sur la question une question un peu différente, de la question des compétences et aussi de nos jeunes, et notamment de nos jeunes scientifiques et étudiants vis-à-vis du secteur des déchets nucléaires, du nucléaire en général, mais peut-être des déchets nucléaires. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on a peut-être une problématique de compétences, de motivation pour aller travailler dans ce secteur-là, ou au contraire, parce que c'est un secteur qui est particulièrement important et nécessaire donc à notre transition énergétique, puisque pour défossiliser, il faut s'appuyer à la fois, en tout cas c'est un choix qui a été fait que je partage, à la fois sur les renouvelables et le nucléaire sans jamais les opposer. Eh bien, est-ce que au contraire c'est quelque chose qui, d'après ce que vous observez vous, quelque chose qui a plutôt tendance à motiver certaines jeunes générations? Merci. Il y avait également un souhait de question de M. Saint-Martin. Oui, merci. Merci pour le rapport, la présentation. C'est une question peut-être un peu latérale qui prolongera ce que disaient Daniel Salmon et Dominique Vonnet. C'est finalement sur les modalités de la relance du nucléaire, enfin de la filière nucléaire, notamment des petits réacteurs modulaires, par la voie de la start-up.
et du modèle économique qui est lié à tout ça, je me pose la question de la pertinence de la chose, hein, de son efficacité, indépendamment de sa pertinence politique. Hein, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à travailler du point de vue des modalités de l'évaluation? Vous suggérez en fait cette question, hein, dans les recommandations. Je pense qu'en termes de contrôle, ça pose plein de questions. Est-ce que c'est le bon véhicule organisationnel pour mettre en place ce genre de projet, de concept innovant? Moi, je me pose la question parce que dans d'autres secteurs, souvent, il y a une déperdition de ressources, d'essaimages, parfois qui partent un peu n'importe où, avec même du déchet. Hein. C'est des promesses techniques parfois qui sont un peu mirobolantes, très ambitieuses, pour reprendre un des qualificatifs du rapport. Donc moi, je me pose la question de ce modèle. Est-ce qu'il est pertinent? Il était évoqué aussi des fonds privés qui pourraient abonder dans le financement de ces projets. Alors, quel type de fonds privés? Est-ce qu'on est dans le capital risque, le capital investissement, de la stratégie d'acquisition de plus grands groupes? J'aimerais avoir des éléments là-dessus. Et s'agissant donc du développement de ces concepts, est-ce que vous avez des éléments sur les calendriers? Est-ce qu'on fonctionne par étapes, par milestones, comme on dit dans le start-uping, avec une validation paiement à chaque fois? Enfin, comment ça s'organise? Et est-ce que c'est vraiment ajusté à ce type de recherche nucléaire? Et est-ce qu'il n'y a pas intérêt aussi plutôt finalement à réinternaliser ces compétences avec des acteurs plus gros, qui ont déjà peut-être une expertise consolidée sur ces questions-là? Et quid aussi d'une évaluation indépendante de ces propositions qui sont ajustées à un calendrier qui est celui de France 2030, et évidemment ces réacteurs, si un jour ils voient le jour, ça sera au-delà de 2030, donc quid aussi de la continuité de service pour ces propositions. Et peut-être dans la continuité, je me permets du propos d'Arnaud Saint-Martin que je trouve très pertinente. Je pense qu'il y a une question aussi peut-être, et j'aimerais bien avoir votre avis, sur la relation entre l'exploitant et les autorités, à la fois de sûreté, les autorités en particulier vous concernant sur le champ de la gestion des matières et déchets radioactifs. Peut-être une révision aussi à faire sur notamment qui porte les coûts de ces instructions, de ces structures. On évoquait d'ailleurs le sujet mardi. Je pense que ce serait intéressant à l'avenir aussi de se questionner aussi collectivement, je le dis en particulier ici au sein de l'Office, parce que parfois faire porter des coûts à des institutions et donc à l'ensemble du contribuable, alors que certains arrivent sur le secteur, perturbent beaucoup l'écosystème, et on y met beaucoup de moyens pour essayer de trouver des solutions d'inspection, de réglementation, et pour au final peut-être effectivement avoir peu de résultats. Donc je pense que ça interroge aussi sur la pertinence et l'efficacité des deniers publics, et puis aussi bien évidemment de manière plus technique aussi, peut-être là sur le point aussi vous pourriez répondre sur l'ensemble de l'application de ces réglementations et du suivi aussi en ce qui concerne en particulier le sujet des matières et déchets radioactifs. On va commencer par le stockage géologique. Je vais redonner la parole à ma collègue. Quand on dit que la stratégie de stockage géologique, c'est la méthode de référence sur le plan international, c'est le résultat d'à peu près une quarantaine d'années de recherche au sein de l'AEN, de l'IAEA, où tous les chercheurs et les experts du monde entier ont travaillé sur les analyses de sûreté d'un stockage de ces déchets de haute activité, de moyenne et haute activité. Et quand on parle de stockage, vous parlez qu'on peut stocker en surface. C'est des choses qu'on fait en attendant une solution à long terme. Si je prends l'exemple de la Suède, ça peut être aussi l'exemple de la France, on aura des glaciations, des petites et des grandes. Alors avoir quelque chose en surface, c'est absolument pas sûr. À la longue, ce n'est pas une solution. C'est quelque chose qu'on fait en surface, en stock, pour attendre une solution qui est sûre dans la durée,
qui est aussi passive. C'est aussi, quand on parle de déchets, comme pour nous, le combustible usé, parce qu'on ne retraite pas, ces déchets doivent être isolés du biosphère et de l'homme pour 100 000 ans. Et ça devrait avoir une sûreté passive qui n'a pas besoin du contrôle journalier ou périodique de quelqu'un qui vient voir que tout marche bien. C'est une sûreté passive. Et il faut aussi parler de sécurité. La sûreté et la sécurité vont en pair pour un stockage parce qu'il y a la sûreté nucléaire, mais il y a aussi la sécurité. Nous, on pense, on est quand même voisins de l'Ukraine et j'aurais pas aimé avoir des déchets nucléaires en surface en Ukraine pour le moment. Alors le stockage géologique, c'est vraiment bien pensé pour ces deux raisons. La sûreté et la sécurité et à long terme, pas dans une centaine d'années où c'est vraiment les 100 000 ans, les 1000 ans, les 100 000 ans. Ça, c'est un aspect très important. Et aussi la sûreté passive des stockages. Pour la récupérabilité, c'est une notion qui est très connue dans le milieu nucléaire. On doit, dans la phase opérationnelle d'une installation, on doit à chaque moment, pour n'importe quelle raison qui soit, si on a besoin d'arrêter et de récupérer, par exemple, le conteneur avec les déchets, on doit avoir la possibilité technique de le faire. Et ça, c'est dans les lois, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, quand on parle de la phase opérationnelle, c'est peut-être 100, 200 ans, le temps de cette installation de ne plus de clore, de ne plus être opérationnelle. La réversibilité, c'est autre chose. C'est une décision qui a du technique dedans, mais c'est aussi politique administrative. C'est une décision qu'on prend, et ces décisions-là, on doit, comme on a pensé, on ne doit pas les rendre impossibles pour les générations futures à prendre ces décisions, mais c'est aux générations futures de les prendre. Et quand on parle de l'AEN, on a travaillé ensemble beaucoup sur ces questions de réversibilité, on pense qu'on bâtit quand même un stockage, ce n'est pas pour récupérer. Mais si on veut récupérer, ça devrait être possible techniquement, à un coût qui est certainement important et un effort qui est presque le même que l'effort que ça nous a coûté de les y mettre. Et ces décisions-là, ça ressort de l'équité intergénérationnelle qu'il faut laisser ouverte aux générations futures. Je peux parler de granit et argile? Oui, le granit et l'argile, nous en Suède par exemple, on a beaucoup de granit. On espère qu'on avait eu un petit peu plus d'argile, mais on n'en a pas, parce que qui dit granit dit de l'eau, et ce qui veut dire qu'il faut quand même avoir un conteneur qui résiste à la corrosion par l'eau dans un stockage. Alors on a beaucoup travaillé là-dedans, et on a du cuivre, et ça fait quand même des coûts assez importants. Pour la France, il y a le granit, il y a un mouvement d'eau qui n'est pas grand, ou très peu de mouvement d'eau, et par conséquent l'argile, oui, ou l'argile. Ce qui veut dire que le conteneur qu'on a est conforme pour être dans une formation d'argile, comme c'est le cas en France. Mais le concept est le même. C'est les déchets dans un conteneur qui est approprié à la formation géologique que vous avez dans votre pays. Ici, vous avez le granit, l'argile. Chez nous, on a le granit. Aux États-Unis, ils ont le tuff, c'est une roche volcanique. Et le concept est exactement le même partout, seulement il faut s'adapter à la géologie qu'on a et faire le conteneur et le paquet de déchets qui va résister aux conditions qui sont offertes par cette formation géologique. Et j'ajouterais pour les granites, ça a été étudié en France, et le site a été abandonné quand on a démontré que le temps de résidence de l'eau
se compter en dizaines d'années ou centaines d'années et absolument pas en centaines de milliers d'années. Dans la Vienne. Donc, la voie granite a été suivie jusqu'au moment où on a dit non, c'est même pas la peine d'aller plus loin, on n'arrivera pas à démontrer. Je peux ajouter que on ne peut même pas comparer et dire le granit est mieux que l'argile ou l'argile est mieux que le granit. Hein. Vous pouvez faire le même travail d'un stockage géologique avec n'importe. Si vous adaptez votre conteneur et toutes les barrières d'ingénierie que vous allez y mettre selon la formation géologique. Je propose de parler un peu de start-up. Alors, je vais aller jusqu'où je suis compétent, on va dire. Alors, sur les questions de dissémination, bon, je n'ai pas d'avis autorisé sur ce point-là. Simplement, je peux mentionner que les start-up travaillent évidemment avec les services de l'État, que ce soit l'ASN et le HFDS. Je sais qu'ils sont en relation très tôt même avant l'instruction des projets. Puisque je parle d'instruction, donc l'ASN est en contact avec les startups, a établi des contacts très tôt et a réussi à faire passer le message qu'il était préférable de discuter très tôt avec l'ASN plutôt que d'arriver avec un concept tout prêt qui sera refusé à la fin. Pour des bonnes ou des... Enfin, et donc, l'approche qui est faite actuellement, c'est que les startups ont engagé ce dialogue avec l'ASN pour tester leurs idées, pour évacuer des choses qui seraient de toute façon inacceptables du point de vue de l'ASN et se concentrer sur des choses qui ça n'empêche pas d'avoir l'instruction complète à la fin, mais ça permet d'éviter d'aller dans quelque chose qui sera de toute façon une impasse. Je mentionne que l'ASN s'est doté alors je ne sais pas si ça s'appelle un service ou une direction, ou en tout cas une partie spécifique qui s'intéresse aux startups. Alors le coût de tout ça, je suis incapable de le dire, il faudrait poser la question à l'ASN. Je pense que c'est assez vertueux d'avoir justement cette démarche graduée qui permet d'éviter de passer un temps fou sur quelque chose qui n'a aucune chance de marcher parce qu'il a oublié dès le début des points qui sont rédhibitoires. Donc je pense que c'est une économie d'énergie de tout le monde, des startups et de l'ASN, de faire cette démarche progressive. Oui, non, je voulais dire encore des choses sur les startups. Donc les liens avec les autres acteurs du secteur, évidemment. Les startups ont pris langue avec EDF, avec Framatome, avec Orano, avec Londra, le CEA. Certaines de ces relations sont organisées. Si vous suivez la presse, vous avez vu passer que des startups ont engagé des relations privilégiées, y compris un labo commun qui a été créé le mois dernier ou il y a quelques semaines, entre une start-up et une université. Donc ces relations existent. Alors, jusqu'à quel point les start-up comptent sur les acteurs établis, on va dire, et inversement. Alors, je ne vais pas parler à la place des grands acteurs, mais pour les grands acteurs, il y a une opportunité économique. Pour Orano, c'est un nouveau marché. Si vous devez fabriquer un nouveau combustible ou retraiter un nouveau combustible. Pour autant, je pense que Orano sera suffisamment raisonnable pour évaluer l'économie de l'ensemble et ne pas consentir un investissement démesuré pour des volumes qui seraient extrêmement faibles. Donc il y aura une discussion à un moment et je suis absolument certain que Orano ne souhaitera pas supporter seul, en tout cas, ces investissements s'il n'y a pas de marché. Pour le coup, on est dans une logique économique. Non, alors les fonds privés. Comment c'est organisé aujourd'hui ? On est sur des startups et ces startups ont vocation à être privées. Alors, il y a un soutien de l'État. Il y a eu un soutien de l'État avec France Relance, avec France 2030 maintenant.
mais ce sera qu'une partie, de toute façon, des coûts. Hein. Le démonstrateur la tête de série d'un nouveau projet, ça se compte en centaines de millions d'euros, et c'est largement plus que ce qui est promis par France 2030. Donc il y a des fonds privés, et ces startups arrivent à lever des fonds privés. Certaines arrivent à lever beaucoup de fonds privés. Alors, et là j'en arrive à la question du contrôle. Quand nous recommandons de contrôler, est-ce que cette startup a un impact sur la politique énergétique française? Est-ce que cette start-up a un impact sur le cycle, etc. Pour moi, c'est important de prendre cette question-là du point de vue de l'argent public. À nouveau, en tant que contribuable, en tant que commission qui rapporte au Parlement, je serai très attentif, ou je recommanderai d'être très attentif à ne pas donner de l'argent pour quelque chose qui n'a pas d'ambition conforme à la politique française. Pour ce qui concerne les fonds privés, c'est une affaire privée. Si du capital risque ou une grande fortune a envie de se lancer dans une aventure qui marchera ou pas, nous vivons dans une économie de marché et il y en a qui marcheront et d'autres qui ne marcheront pas. Il y a des gens qui gagneront de l'argent et d'autres qui en perdront. Et je n'ai pas d'avis là-dessus. J'en ai un pour moi personnellement, je sais où je mettrai de l'argent ou pas, où j'accepterai de placer l'argent de ma retraite. Mais c'est... non, c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins de ces startups. Mais encore une fois, c'est une affaire privée. Là où ça me concerne, c'est quand on dépense de l'argent public, premièrement. Deuxièmement, quand ça a des impacts sur la politique, la politique de cycle et on va dire la souveraineté ou l'apport à la décarbonation, on va dire d'une manière générale, de la France. Et puis, évidemment, sur les aspects matière et sécurité des matières, on va dire non-prolifération ou dissémination. Tu voulais ajouter quelque chose, Philippe ? Si vous me permettez, pour le moment, donc, dans les échanges que nous avons, on souligne donc les échéances, finalement, de tous ces projets de start-up. Ce qu'il faut voir, c'est quand même qu'un processus de sélection progressive a été mis en place, que bien évidemment, tous les projets qui sont au nombre d'une dizaine ne vont pas continuer indéfiniment. Donc il va y avoir soit un mécanisme de concentration, soit des mécanismes d'absorption. Et donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que je dirais que cette émergence de projets divers portés par des start-up, je dirais, a suscité énormément de vocations pour le nucléaire de la part de jeunes ingénieurs. Et ça, c'est un élément très important. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez signalé, il y a un problème de compétences qui est absolument et qu'il faut résoudre impérativement. Il y a toute une génération qui a participé au programme donc, du parc actuel, qui a participé aussi donc, à l'émergence de la filière RNR. On a fait une audition hier sur cette question. Et je dirais que ces compétences, il faut les pérenniser. Et il est clair que, je dirais que le mécanisme de start-up a joué un rôle très important pour le marketing, finalement, des carrières dans le domaine du nucléaire. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, nous allons faire au début de l'année 2025 une audition précisément pour se pencher sur les filières de formation, les recrutements qui vont être faits, les recrutements dont la filière a besoin, 10 000 ingénieurs par an, donc c'est pendant 10 ans, ce qui est absolument énorme. Et donc on va se pencher sur cette question parce que à long terme, c'est quelque chose de très important. Alors justement, puisque j'ai prononcé l'expression long terme, je voudrais répondre aussi à la question qui a été posée sur, je dirais, la trajectoire qui va s'imposer pour éventuellement, si les pouvoirs politiques décident de cette façon-là, pour mettre en place une filière, donc une filière complémentaire de la filière REP pour accroître l'indépendance énergétique de la France. Et à ce titre-là,
vous avez connaissance, bien évidemment, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, numéro 3, qui va porter sur la période 2025-2035, ce qui est déjà très bien. Mais il est évident que dans les différents items de cette PPE, il y a des choses qui sont à beaucoup plus long terme. Donc il faut très probablement qu'il y ait un instrument complémentaire à très long terme pour programmer à 2050, voire plus loin, donc les projets qui vont éventuellement être adoptés. Je continue avec les questions. Je vais peut-être passer sur la fermeture du cycle, les RNR. Donc, Monsieur Fugit, vous aviez... alors, je ne vais pas revenir sur l'arrêt d'Astrid, hein, c'est une décision du passé. Par contre, capitaliser le passé, c'est absolument essentiel. Et je sais que les acteurs, et en particulier le CEA, font cela. Alors, on a peut-être eu un langage très prudent quand on a dit en temps et avec une économie acceptable. Et là-dessus, je voudrais dire que... et ça répondra peut-être aussi à Madame Voynet. Il ne s'agit pas de dire je veux un RNR demain matin, ou en 2050, ou en 2090. Il s'agit de se poser la question de quoi j'ai besoin et à quel moment j'en ai besoin. Et le besoin, en ce qui concerne, enfin, ce qui justifie ce RNR, c'est souveraineté, c'est valorisation complète, complète au sens au mieux possible des matières. Donc, à partir du moment où notre objectif est celui-ci, on se met en capacité de fabriquer un RNR. Ensuite, on se pose la question, quel est le bon moment pour le faire? Alors, le bon moment, ce n'est pas demain matin, parce que ça prend un peu de temps de le mettre en place, mais quel est le temps qui nous intéresse pour développer cette stratégie? Et à partir de là, on peut faire un rétro-planning avec quelles sont toutes les briques dont j'ai besoin pour arriver jusque-là, y compris les démonstrateurs, de manière à être prêt au moment où on veut. Alors, vous avez posé la question de est-ce qu'il y a d'autres acteurs et est-ce qu'on peut comparer avec d'autres pays? Alors, je vais comparer avec d'autres pays. Alors, vous avez dit est-ce que c'est souhaitable de travailler avec eux? Donc, les deux premiers que je vais donner, c'est la Chine et la Russie, qui ont engagé un programme de RNR très significatif, en complément d'un programme de réacteurs thermiques. Je vous laisse, et je n'ai pas d'informations sur la question, je vous laisse imaginer quelles sont les raisons qui sous-tendent ce choix pour la Chine et la Russie. Par ailleurs, au niveau structuration internationale, la France travaille beaucoup avec le Japon sur la partie RNR. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec d'autres acteurs, mais il y a une relation très forte avec le Japon sur cette question. Voilà, il y avait une question sur la formation, mais je pense que Philippe Gaillocher y a répondu. Si je vais quand même rajouter un petit élément, donc je suis professeur dans une école d'ingénieurs et je peux témoigner que alors premièrement, les élèves sont très sensibles aux questions énergétiques et décarbonation, premièrement. Et que ceci entraîne un certain nombre d'élèves. Alors un certain nombre, c'est significatif, au sens où l'option, alors je ne sais plus exactement son nom, système nucléaire, un truc de ce goût-là, fait le plein depuis 2 ans maintenant. Et ce n'est pas la seule école. Voici. Quelque chose. Quand on interroge les grands groupes, en particulier par exemple Framatome, sur ce que pourrait apporter, ce qu'apportent finalement les nouvelles méthodes de travail des startups, eh bien, ils répondent qu'effectivement, il y a des enseignements à tirer, des innovations portées par les startups, pas forcément sur le plan technologique, mais sur le plan du management de projet, sur le plan des procédés d'industrialisation, puisque donc la capacité à développer les modèles des startups repose beaucoup sur la standardisation et donc la pré-industrialisation. Et donc en fait, la question qui se pose pour un certain nombre de groupes, dont Framatome, c'est lorsque finalement il va y avoir donc un écrémage finalement de tous les projets, c'est comment intégrer
donc les jeunes ingénieurs qui ont participé à ces startups à des structures beaucoup plus importantes. Et on sait que jusqu'à des années récentes, en fait, le travail dans la filière nucléaire était jugé pour beaucoup de scientifiques et d'ingénieurs comme très bureaucratique, très procédural, et que c'était un frein finalement à leur entrée dans cette filière. Et donc, en fait, la question, ça va être une sorte d'hybridation finalement des modes de fonctionnement des startups avec les grands groupes qui vont inévitablement donc en absorber quelques-unes. J'ai l'impression que j'ai répondu à l'ensemble des questions, probablement dans le désordre ou en les rassemblant, sauf si j'en ai oublié. Non, je vais me permettre simplement, pour conclure, peut-être une dernière question. On évoquait donc juste avant le sujet des RNR. Vous soulevez en particulier dans votre rapport un regard assez critique, vous portez un regard assez critique sur la contribution du CEA aujourd'hui, sur la volonté véritablement d'investir, de s'investir dans la recherche RNR. C'est notamment intéressant de voir leur justification. À la fois, pour l'instant, il n'y a pas de contexte de raréfaction ou d'augmentation considérable du prix de l'uranium naturel, et ils estiment que pas avant la fin du siècle, il faudrait pouvoir se pencher sur le sujet. Et pour autant, dans le même temps, il est estimé à 45 ans la durée du processus entre la décision de démarrage d'un projet et la mise en service du premier réacteur de série. Donc, si on prenait la décision en 2025, on serait déjà à une période de 2070. Et donc, quand même, au vu du contexte, et notamment du dérèglement climatique, pas loin de la situation qu'évoque le CEA. Voilà, je voudrais avoir peut-être un complément de point de vue sur son rôle, sur vous, en tout cas, l'évaluation que vous en faites sur quand même la prise en compte d'investissement en recherche sur quand même ce sujet qu'on évoque depuis tout à l'heure et qui est quand même très stratégique. Alors, je vais d'abord rebondir sur le RNR de 2070 et changement climatique. Je pense que les deux sont décorrélés. Il n'est pas question de dire le changement climatique sera résolu par les RNR. Là, on est dans le cadre des réflexions, il y a une relance du nucléaire qui passe d'abord par des EPR, enfin des REP. Et la question qui est posée, c'est à quel moment les RNR arrivent, en complément, en transition ou en superposition d'ailleurs, avec des EPR2 ou autres réacteurs thermiques, à neutrons thermiques. Donc ça, c'est le premier point. Sur la question du CEA, alors on a dit... On ne voit pas la stratégie du CEA sur comment aller rapidement vers les RNR, donc rapidement au sens le temps utile, comment travailler sur l'abaissement des coûts, puisque un des enjeux de RNR, en tout cas pourquoi on n'a pas fait du RNR on n'est pas rentré dans les RNR il y a 40 ans, c'est parce que le RNR coûte plus cher qu'un REP. Donc, est-ce qu'on est capable de supporter ce surcoût pour les bénéfices qui sont meilleure valorisation de la matière et souveraineté, ou bien est-ce qu'on peut déjà réduire ces coûts, ce qui facilite la décision. Donc c'est là-dessus qu'on rebondissait. Ce qui ne veut pas dire que le CEA ne fait rien sur les RNR, et on en a eu la preuve à nouveau hier avec un certain nombre de projets qui sont en cours au CEA, en particulier sur le cycle du combustible. Donc, quel est le rôle du CEA ? Le CEA a un rôle d'appui là-dessus. Le CEA doit, si la trajectoire RNR est bien celle qu'on veut, aider la filière à capitaliser d'une part, et puis lever les verrous qui sont prévus. Et je reviens sur la recommandation qu'on avait faite, c'est quel est l'objectif qu'on a envie d'avoir et quels sont les moyens d'arriver à cet objectif. Et donc là-dessus, la réflexion d'ensemble, je reviens dessus, c'est une réflexion systémique
il ne s'agit pas d'un RNR ou d'une flotte de RNR en 2060 ou en 2090 ou en 2040. Il s'agit du nombre raisonnable de RNR associé avec tous les outils du cycle et tout ceci qualifié. Et donc, on a besoin d'une réflexion globale qui intègre tous les acteurs, et en particulier l'acteur industriel, qui sera l'exploitant à la fin. Le CEA va éclairer sur la recherche, sur le lever des verrous, mais le prescripteur à quoi ressemble cet outil, ce sera quand même l'exploitant. Donc voilà les éléments de réponse. Ce que nous avons voulu dire dans le rapport au sujet du CEA, c'est d'abord souligner l'extrême qualité des personnels. Et donc nous avons eu hier une audition sur la filière RNR, et il est bien évident que cette filière a obtenu des résultats très intéressants sur le plan scientifique et technique, et qu'elle est enviée par de nombreux pays dans le monde. Donc la question de la compétence et de la qualité du personnel ne se pose pas, elle est très, très, très importante. La question que nous avons voulu souligner, c'est que effectivement la stratégie du CEA ne nous a pas été exposée d'une manière très claire et très synthétique. Mais peut-être est-ce parce que nous étions en 2023 en pleine réallocation, reformulation, je dirais, de la stratégie nucléaire française. Donc est-ce que le CEA n'a pas eu la latitude de s'exprimer? C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le CEA a participé d'une manière très importante à l'élaboration des dossiers des conseils de politique nucléaire. Donc ça, c'est véritablement quelque chose de très important. J'ajoute peut-être autre chose, c'est que, si vous voulez, la répartition des rôles dans la conduite d'un projet, elle doit bien faire la distinction entre la recherche et la phase d'industrialisation. Et que peut-être, donc, les projets qui n'ont pas forcément marché comme on l'attendait, peut-être c'est parce que, si vous voulez, la répartition des rôles et le leadership n'avaient pas été clairement identifiés. Le CEA n'est pas forcément armé pour faire de la direction de projet. Voilà. Et donc, c'est plutôt une question industrielle. Et donc, le leader ne peut pas forcément être le CEA sur ces questions-là.